Hello, moi c'est Elliot. En 2022, après mes études, j'ai fait mon premier voyage à vélo. Je suis parti d'une petite ville du nord-est de la Norvège qui s'appelle Kirkenes, et puis je suis revenu jusque chez moi en Suisse. Je suis parti de là-haut initialement avec l'objectif de faire le European Divide Trail, qui est un parcours qui traverse l'Europe en diagonale, principalement sur des chemins en terre. Au final, je n'ai pas du tout fait ce parcours, j'ai fait seulement quelques sections, pour des raisons qui deviendront un peu plus claires plus tard. Le voyage, au final, a duré 2 mois et demi pour un peu plus de 6100 km. Mon expérience avant de partir, elle se résume principalement à faire du vélo. J'ai pas d'expérience de bikepacking, j'ai pas d'expérience de camping, ou presque. Et puis, je suis un débutant dans tout ce qui est photo, vidéo. D'ailleurs, je pars pas avec l'intention de faire un documentaire, mais au fil des kilomètres, je me prends un peu au jeu à documenter ce voyage. Et c'est surtout quand je suis arrivé chez moi que faire une vidéo est devenu un peu une évidence. Bien sûr, avant de partir, il a fallu préparer mon matériel et ça a été assez fastidieux. J'ai beaucoup trop lu de choses sur Internet, je me suis un peu perdu, au point d'acheter mon dernier sac 2 jours avant le départ. Donc, je ne suis pas vraiment prêt au niveau de la connaissance du matériel. Je n'ai pas vraiment pu tester le vélo et puis la configuration du vélo. Mais je me dis que de toute façon, je vais apprendre sur le tas et que je me débrouillerai un peu sur le moment. Mais globalement, je suis super impatient de partir. J'appréhende juste un peu le camping sauvage et puis surtout la présence d'ours en Finlande. Je m'envole donc pour Kirkenes fin juin 2022. Arrivé sur place, je commence tout de suite à monter mon vélo sous l'œil d'un ours empaillé qui trône au centre du tapis roulant. Et ça ne me rassure pas beaucoup. J'espère vraiment que c'est le seul que je vais croiser durant tout mon périple. Une petite heure plus tard, l'aéroport vidé des passagers et du personnel depuis un moment, mon vélo est fin prêt et l'aventure peut enfin commencer. C'est excité comme un pou que je fais mes premiers coups de pédale dans ce nouvel environnement et je suis immédiatement dépaysé. Déjà par le froid, il fait moins de 10 degrés comparé aux 35 degrés en Suisse. Ensuite, à cause du soleil de minuit, puisqu'on est bien au-dessus du cercle polaire. Et aussi parce que quelques minutes seulement après avoir quitté l'aéroport, un premier renne déboule devant moi avant de disparaître dans la végétation. La particularité de la région, c'est surtout la proximité avec la Russie. Le lendemain de mon arrivée, je vais direction Mourmansk. Après quelques kilomètres seulement, j'arrive au poste frontière avec la Russie, et compte tenu du contexte politique, c'est assez étrange d'être là. Je bifurque ensuite sur une petite route qui serpente entre fjords, lacs et plateaux, avant de descendre dans une vallée où coule une rivière qui sert de démarcation naturelle entre la Norvège et la Russie. C'est au bord de la mer de Barents, dans le petit hameau de Grense Jakobselv, que la route s'arrête et qu'est le début officiel du European Divide Trail, dont j'ai prévu de faire certaines parties. J'ai vraiment un sentiment assez étrange en étant là, qui est sûrement dû à un mix de la présence militaire, il y a aussi la Russie qui est juste à quelques mètres, et aussi cette ambiance polaire de ce petit village qui sort de nulle part
et qui semble comme figé dans le temps. Au retour, j'ai le plaisir d'avoir ma première et unique crevaison, ce qui relève du miracle en considérant les surfaces de la suite du voyage. Le tout sous la pluie et tout en essayant de tenir à distance les moustiques, qui s'amassent autour de moi comme des mouches sur un morceau de viande. Durant mon vagabondage à Kirkenes, je tombe sur le monument de la Libération qui rend hommage aux libérateurs soviétiques. Parce que même si la région est très calme maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Kirkenes était allemande en partie, et ça a même été la deuxième ville européenne la plus bombardée. Partir de Kirkenes signifie aller vers l'inconnu et quitter le confort. En chemin pour la Finlande, je rencontre Daniel, un cyclotouriste autrichien qui va dans la même direction que moi et avec qui je roule pendant un jour jusqu'à la frontière finlandaise. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Damn. Si je devais résumer la Laponie finlandaise en quelques mots, ce serait des routes droites, une population très éparse, d'ailleurs la plupart des noms sur la carte sont plus des lieux-dits que des véritables villages, les moustiques et les rennes. L'élevage de ces derniers est au cœur de la vie des Samis, qui sont cet ensemble de peuples indigènes du nord de la Scandinavie. Dû à la faible densité de population, il y a peu de points de ravitaillement. À partir d'Inari, le prochain point de ravitaillement sur le trail est à Muonio, soit plus de 250 km à l'ouest. Entre deux, il y a juste Tieva Bari, à Pokka, une sorte de motel qui offre une petite pause bienvenue des moustiques au milieu de la taïga. La Laponie, c'est aussi et surtout la grandeur de la nature. Il y a également beaucoup de tourbières et de marécages, et associés à la chaleur des derniers temps, ils donnent naissance à des nuées de moustiques. Avec les temps, ils me font vivre un véritable enfer. Impossible de s'arrêter sans être harcelé. Pour manger, je cours et gesticule dans tous les sens. Et la nuit, on peut entendre un bruit constant alors qu'ils essayent de rentrer dans la tente. C'est durant mes dernières 24 heures en Finlande que j'ai vraiment senti mon manque d'expérience et durant lesquelles tout s'est enchaîné. Peu après Pokka, je monte ma tente pour ma première nuit de camping sauvage à proprement parler. Et impossible d'ignorer les nuées de moustiques qui m'agressent alors que je la monte. Mon esprit est aussi occupé à scruter la forêt pour le moindre mouvement en guettant l'arrivée d'un ours. Et pour en rajouter une couche, je n'arrive pas à faire marcher mon réchaud, qui avait pourtant marché la veille. Comme quoi être un peu plus préparé aurait été utile. Je continue ma route tôt le lendemain matin, après une nuit chaude et ensoleillée très courte. 1 heure après être parti, il commence à pleuvoir légèrement. Après un moment, la pluie devient soudain plus intense et un arbre se fait foudroyer à environ 50 mètres de moi. Je me mets précipitamment dans le petit fossé à côté de la route et m'allonge dans la forêt en espérant que l'orage passe. Malheureusement, ça ne passe pas, et après une bonne dizaine de minutes à recevoir des seaux d'eau sur la tête, je décide de quitter la zone en poussant au max et de rejoindre Levi plus au sud pour me sécher et me réchauffer. L'après-midi, le soleil et la chaleur sont de retour et je m'enfonce dans la taïga sur une petite route, en gros gravier,
en pantalon de pluie pour éviter les assauts incessants des moustiques et des taons. Et ici, je ressens vraiment un sentiment de solitude et de vulnérabilité aussi, exacerbé par tout ce que j'avais vécu le matin, aussi de mon état d'alerte constant à essayer de guetter la venue d'un ours, et du manque d'eau qui plane bientôt sur moi. Dans ces circonstances, j'ai quand même un peu de peine à pleinement profiter. Arrivé à Muonio, à la frontière suédoise, je décide de prendre un bus pour Tromsø, en Norvège. Surtout afin d'éviter les moustiques, aussi parce qu'on m'a dit que la partie du parcours au nord de la Suède était assez ennuyeuse, et enfin parce que je veux découvrir les paysages sublimes des Lofoten et de la Norvège. Dans le bus, je rencontre un autre voyageur à vélo, Sébastien, que je vais recroiser à plusieurs reprises. Après environ 5 heures de trajet, j'arrive à Tromsø, sous un grand soleil, et surtout sans moustiques, une véritable délivrance. Le soir de mon arrivée à Tromsø, j'aperçois au loin des silhouettes qui montent sur la montagne surplombant Tromsdalen. Le temps de laisser mes affaires, me voilà en train de monter les Sherpa Steps pour aller apprécier le soleil de minuit sur les hauteurs. À partir de là, je vais suivre l'Eurovélo 1 probablement jusqu'à Trondheim. C'est une route connue et prisée des voyageurs qui se rendent ou reviennent de Nordkapp. Le parcours passe d'île en île, toute mystique et paradisiaque en cas de beau temps. Sur le ferry pour me rendre sur l'île de Senja, je rencontre Eric, Klaus, Léa et Sébastien, que j'avais vus dans le bus pour Tromsø. Mes premiers coups de pédale sur l'île se soldent par une petite chute à la suite d'un accrochage avec un vaudois. Je continue donc avec mes compagnons germanophones, Léa, Klaus et Eric, avec qui je campe au bord d'un lac le soir même. Le lendemain, nous continuons la traversée de la magnifique île de Senja, considérée comme une Norvège en miniature. Le ferry suivant mène sur l'île d'Andøya, où Eric et moi quittons Klaus et Léa. Encore une fois, les paysages sont somptueux. Nous arrivons le surlendemain aux îles Lofoten, accueillis par un temps parfait et une ambiance estivale. Eric et moi nous quittons peu après, chacun continuant son aventure de son côté. Seulement quelques heures après avoir quitté Eric, je fais la connaissance de 2 locomotives zurichoises, Oursi et Jean-Jacques, que je vais croiser à plusieurs reprises durant les 3 prochaines semaines. La météo parfaite, exceptionnelle pour la région, me permet d'apprécier totalement le monde à part que sont les Lofoten, ce petit archipel entre mer aux eaux turquoises et cristallines,
aux montagnes au sommet encore enneigé, et aux petits villages de pêcheurs, aux maisons colorées. Une parenthèse magique dans mon voyage. Regardez voir cette lumière incroyable. Plein de têtes de poiscaille. Ça pue la mort. Et c'est ainsi que ma traversée des îles Lofoten s'est terminée. Après avoir été au bout du bout à Eau, j'ai pris le ferry pour Bodø où le temps va commencer à me jouer des tours. Je rencontre pas mal de voyageurs sur le ferry. Après avoir été manger quelque chose tous ensemble, je pars avec l'un d'entre eux, Simon, de dos sur la photo, pour chercher un endroit où camper. Et on s'est fait surprendre par la pluie alors qu'on montait les tentes. Impossible de dormir là-dedans. Le jour suivant, je roule un moment avec Simon avant de me rendre compte que j'ai perdu mon pantalon de pluie 5 km plus tôt. Je dois alors le quitter pour faire marche arrière et chercher mon pantalon, vêtement absolument essentiel, en vue du temps annoncé pour les prochains jours. À partir de là, le vent se fait plus fort, mais les tunnels, dont certains font plus de 3 km, offrent un peu de répit. C'est aussi dans cette première partie de la côte que je rencontre Thomas, un Norvégien qui fait Bodø-Oslo et avec qui je voyage pendant plusieurs semaines. Il est très judicieux de s'allier car le temps se déchaîne contre nous les jours suivants. Vent de face, beaucoup de pluie et moins de 10 degrés. Ces conditions sont particulièrement désagréables sur cette section à cause de l'enchaînement des ferries, la côte étant très découpée. Rouler en habit de pluie, ça fait transpirer. Les pieds sont de toute façon trempés malgré les surchaussures. Il faut ensuite attendre le ferry au froid pour se réchauffer 10 minutes à bord et profiter aussi de manger une petite Brunostwaffel pour se réconforter. Le choc thermique est garanti à la sortie du ferry quand on a presque chaud, mais qu'on est encore mouillé jusqu'à l'os. Dans ces conditions, il faut trouver des astuces pour avoir un peu plus chaud, comme utiliser les sacs plastiques pour les fruits et légumes comme chaussons. On a pris des cabines quand il pleuvait trop pour pouvoir sécher toutes les affaires. À midi, c'est plus ou moins toujours le même menu.
du Polar Bread, des knäckebröd ou des lompers, des galettes de pommes de terre avec du fromage et des carottes. Le reste de la journée, je me gave de biscuits et autres sucreries comme les lefsa, une pâtisserie industrielle à la crème de cannelle. Une véritable tuerie. Une semaine après avoir quitté Bodø, nous arrivons à Trondheim sous un ciel très nuageux. À discuter avec les locaux, leur été a été jusque-là complètement pourri, en contraste complet avec le nord, touché par la canicule. J'ai vraiment besoin d'un peu de repos après la côte, et faire autre chose que du vélo me fait beaucoup de bien. Je vagabonde entre les maisons en bois au bord de la rivière qui traverse Trondheim, la vieille ville aux alentours, et la cathédrale de Nidaros, un haut lieu de pèlerinage au nord de l'Europe. Alors que j'observe la façade richement sculptée, je tombe totalement par hasard sur Oursi et Jean-Jacques, les deux Zurichois que j'ai vus au Lofoten. Je revois aussi Simon, qui est lui aussi arrivé, mais par une autre route. Comme la tente a montré des signes de faiblesse au niveau de l'étanchéité durant la dernière semaine, je profite pour tenter de l'imperméabiliser. Faire sécher la tente, nice. Je suis assez hésitant sur la route à suivre. Au final, je décide de continuer avec Thomas jusqu'aux montagnes. On repart donc ensemble direction Kristiansund et la fameuse route de l'Atlantique, dans des conditions dantesques, les pires du voyage. J'ai rejoint Åndalsnes, la porte d'entrée vers les montagnes et les fjords. C'est là que j'ai quitté mon acolyte Thomas. J'ai vraiment passé de super moments avec lui, et ces quelques centaines de kilomètres en sa compagnie sont passés très rapidement, malgré le temps maussade et quelques douleurs par-ci par-là. Je me souviens de Thomas comme étant quelqu'un de très généreux, au caractère bien trempé, fidèle à ses 3 pintes du soir, à son Polar Bread tartiné d'une sorte de pâte de fromage. Je me souviens aussi de son amusement à me voir me goinfrer à longueur de journée, et de ses nombreux FIFA ou fuck en norvégien, mais il était temps de faire mon propre chemin et de regagner un peu en flexibilité au niveau du rythme.
Le lendemain, le soleil fait son grand retour. Et ça fait beaucoup de bien. Le parcours dans cette région est une succession d'ascensions sur les fiels, ces régions au-dessus de la limite des arbres, à les végétations rases, et de descente vers les fjords. La première de ces ascensions n'est pas des moindres, il s'agit de Trollstigen, le chemin du troll. La vallée d'après est très réputée pour la culture des fraises, et c'est les meilleures fraises que j'ai mangées dans ma vie, sans exagérer. Au sommet d'une seconde ascension, je rencontre un autre bikepacker, Jørgen, un Norvégien passionné de photographie cycliste. Nous descendons ensemble vers Geiranger en profitant de la vue imprenable sur le fjord et ses cascades. Par contre, le village est un véritable Disneyland. Chaque jour, un paquebot de croisière vient vomir des flots de touristes sur le petit village. Le camping entre deux voitures n'est pas idéal, mais nous restons 2 nuits à cause d'orages violents dans la région. Deux jours plus tard, les conditions sont plus favorables. Jørgen et moi partons alors pour Dalsniba, une des montagnes qui domine Geiranger à environ 1500 mètres. La montée est difficile, mais la vue sur Geiranger et les fjells environnants est imprenable et en vaut vraiment la peine. Ça pique! Bientôt au sommet. Oh putain, c'était dur.
J'ai quitté Jørgen le lendemain pour me diriger vers Sognefjell, une ascension d'une 50aine de kilomètres jusqu'à un haut plateau majestueux où se mêlent lacs et glaciers. Encore 221 mètres de dénivelé. C'est les jambes bien fatiguées que je redescends vers le plus grand fjord de Norvège, le Sognefjord, où règne un air de vacances. La région est un vrai emmental. Il y a des tunnels partout. C'est d'ailleurs ici qu'il y a le plus long tunnel routier du monde avec 24,5 km. Et la plupart sont interdits aux cyclistes. Il faut soit prendre un bus, dont certains ne prennent pas de cyclistes non plus, comme j'ai pu en faire l'expérience, soit il faut se débrouiller autrement. Dans mon cas, je prends un ferry touristique pour Gudvangen et trouve à bord un couple d'accord de me prendre à bord de leur camping-car pour passer certains tunnels. Ce ferry est d'ailleurs le plus impressionnant que j'ai pris. Il s'engouffre dans le fjord de Gudvangen, très étroit, avec des falaises de plusieurs centaines de mètres d'où se jettent de multiples cascades. La météo semble changer pour les quelques jours suivants, mais je m'engage quand même sur le Rallarveien, au moins sur la section entre Flåm et la station de train de Myrdal. La pluie et pas mal de réflexions me convainquent de prendre un train pour Bergen pour laisser passer le mauvais temps. Elle me suit parce que j'ai une odeur de bouc. Oh putain. La montée la plus difficile de ma vie. Neste stasjon er Vieren. Skal du av på denne stasjonen, må du ta kontakt med konduktøren. Promesse tenue pour la ville la plus pluvieuse d'Europe, les montagnes alentours sont cachées par un épais manteau nuageux et il pleut constamment. Je profite pour passer à l'hôpital pour me faire conseiller sur une piqûre de tique. Je fais aussi un peu de nettoyage bien nécessaire. J'avais plein de biscuits dans mon sac de cadre. Je pense qu'on doit arriver à voir par ici dedans. Bien, ouais. On arrive à voir des bouts de biscuits qui sont collés. Mais avec la pluie, il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée dedans. Et tous mes trucs avaient de la moisissure de biscuits.
Donc il y avait vraiment des champignons qui avaient commencé à pousser. Oh là là, quelle horreur. Ouah. Donc j'essaie de nettoyer tout ça. Voilà, voilà. Je quitte la cité hanséatique 2 jours plus tard pour rejoindre la station de Myrdal et continuer le Rallarveien. Le chemin était anciennement utilisé par les ouvriers du rail lors de la construction du chemin de fer entre Oslo et Bergen, et il traverse un plateau à environ 1300 mètres, au paysage à couper le souffle. La suite est tout aussi belle et variée, le Tinsveien et Limingfjell, les forêts à partir de Geilo, les lacs et les rivières, et aussi un petit réveil à 3 heures du mat à cause d'un sanglier qui grognait près de ma tente. La région des montagnes est surtout pleine de rencontres et de coïncidences. En particulier à Lom, je rencontre 2 jeunes backpackers français, Etam et Ouzefa, et au cours de notre discussion, ils mentionnent un type marrant qu'ils avaient croisé quelques jours plus tôt, avec un canyon rose, du polar bread et un tube de fromage attachés à la sacoche. C'était exactement la description de Thomas. À Kristiansund, j'ai rencontré 2 backpackers, Laura et Stéphane, une Suissesse et un Roumain qui habitent à Oslo. Nous sommes restés en contact et ils me proposent de m'héberger pour quelques jours, ce que j'accepte avec plaisir. Et je suis vraiment gâté par leur accueil et leur hospitalité. Ils avaient notamment cueilli une très grande quantité de myrtilles et de framboises dans les forêts alentours. Car Oslo, c'est une ville très proche de la nature. Du cœur de Nordmarka, une région de forêts et de lacs au nord d'Oslo, jusqu'au sommet de Holmenkollen en passant par l'opéra au bord de la mer, Stéphane me fait découvrir, à vélo bien sûr, toute la diversité que la capitale norvégienne a à offrir. Les autres jours, je me laisse vagabonder, visite quelques musées et revois Jørgen. Je profite aussi pour faire un peu de maintenance et de réparation, avant de repartir vers le sud-est quelques jours plus tard en compagnie de Laura et Stéphane, qui partent pour leur prochain périple. Je longe ensuite un moment la côte, avant de gagner la Suède vers l'est. Je rejoins le European Divide Trail au sud de la Suède. Ça fait du bien de changer un peu de rythme avec un peu plus de variation dans les surfaces.
En 2 jours, j'arrive à Göteborg que je visite en coup de vent. Je profite bien sûr pour manger un fameux kanelbollar, un escargot à la cannelle, un classique suédois. Après une journée de repos, je prends le ferry pour Frederikshavn, au nord du Danemark, une traversée d'environ 3h30. J'ai un petit pincement au cœur en montant sur le ferry car les grandes étendues scandinaves sont maintenant derrière moi et je redoute un peu la monotonie du parcours à partir de là. Mais heureusement pour moi, rien n'est plus faux. Depuis Fredrikshavn, je remonte un peu vers la côte nord. Ce faisant, j'emprunte de nombreux singles au cœur de landes et de dunes, rendant la progression assez lente. Sable beaucoup aussi. Mais c'est plutôt cool. Le parcours passe par des endroits discutables. Vous voyez un chemin ? Parce que moi non. Mais c'est plutôt cool. Le même jour, je me fais piquer par un insecte sur la lèvre qui double de volume. Mais c'est plutôt cool. Il est aussi possible de rouler sur la plage pendant plusieurs kilomètres, le sable étant suffisamment compact pour que les voitures y roulent également. Il y a sur ces plages de nombreux bunkers gentiment avalés par l'érosion côtière et vestiges de la Seconde Guerre mondiale, et qui contrastent fortement avec les baigneurs et les parapentistes. Je bifurque bientôt vers le sud, au centre du pays. La chaleur se fait de plus en plus forte une fois la côte quittée, et les landes laissent place à un patchwork de forêts et de paysages agricoles très secs. Je suis une bonne partie du Herveien, le chemin des bœufs, une ancienne route commerciale et de pèlerinage, qui offre de nombreux vestiges vikings à proximité. Il y a notamment les pierres runiques et le bateau de pierre de Jelling, qui était la ville royale au Xe siècle. Une de ces pierres a été érigée par Harald Bluetooth, qui a introduit le christianisme au Danemark et a été roi du Danemark et de Norvège. C'était également le grand-père de Knut le Grand. Et petite anecdote intéressante, on a donné son nom à la technologie Bluetooth. Et le logo du Bluetooth est en fait ses initiales en runes. Le camping sauvage est interdit au Danemark, mais les Danois ont mis en place un réseau d'abris très dense. Il y a parfois un âtre avec du bois, parfait pour passer une bonne soirée en compagnie de nouvelles connaissances. Je quitte définitivement la Scandinavie en arrivant à Flensburg, en Allemagne. Au nord de Hambourg,
j'ai eu droit à mon lot de sable et de singles bien coriaces, jusqu'à une petite mésaventure. Bon, la roue a rendu l'âme. Deuxième fois, là, elle va dans tous les sens. Le pneu commence à frotter. Donc je vais marcher jusqu'au prochain arrêt de bus. Puis prendre un bus et un train pour Hambourg. Je passe quelques jours à Hambourg pour trouver un bike shop qui a une jante adaptée et qui puisse la monter. Je profite donc pour laver mes habits, très sales, manger, visiter quelques musées et aller chez un barbier. Parce que j'en avais vraiment besoin. Une fois ma roue réparée, je mets le cap vers le sud, vers la Lüneburger Heide, une région de landes magnifique où les bruyères en fleurs me déroulent un tapis violet. Mais d'abord, un peu plus de single galère. What? Mais pourquoi ça avance pas vite? Ok, donc c'est là que je dois aller. Non. Dans la périphérie d'Hanover, je décide de quitter le European Divide Trail, le parcours étant trop lent et trop violent pour le matériel. Au programme, ce sera plutôt les parcs nationaux et les régions montagneuses. Plutôt sympa. Le premier sur ma liste est le parc national de Harz. Contes et légendes de sorcières peuplent les forêts du parc. La région a fortement inspiré les frères Grimm pour leurs contes. Goethe y fait aussi référence dans Faust, la Walpurgisnacht, se déroulant au sommet du Brocken, point culminant du parc et du nord de l'Allemagne. Une autre créature qui peuple les bois, bien moins mythique et terriblement destructrice, est le Bostrich, qui a déjà ravagé une grande partie des forêts du parc. C'est dur. C'est steep. C'est aussi ici que je rejoins l'ancienne frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et que je vais longer pendant quelques jours. Plus au sud, je passe à travers le parc national de Hainich, une magnifique forêt primaire de hêtres inscrite au patrimoine mondial. Putain, elle est magique cette forêt.
je rallie les montagnes de la Rhône sous un soleil de plomb après avoir traversé la région de Fulda. Cette dernière était stratégique durant la guerre froide, car c'était un point de passage obligé en cas d'invasion de l'Ouest par les forces soviétiques. De nombreuses tours de guet sont encore visibles, dont le point Alpha, un poste d'observation américain situé sur une colline dominant les confins ouest du bloc soviétique. Visiter le point Alpha. Sympathique, mais je suis un peu cramé, donc j'étais pas très attentif. Waouh, superbe. Cette vue. La prochaine étape est de rejoindre la forêt noire au sud-ouest. Je longe alors le Main avant de bifurquer sur un parcours qui longe les anciennes limes allemands, d'anciennes fortifications romaines du 1er au 2e siècle qui marquaient la frontière de l'Empire romain. Commencer par de la montée le matin. Toujours dur à mettre en route la machine. Voilà ce que j'essaie d'éviter de prendre sur la gueule. Bon, on voit pas très bien à cause des arbres, mais ça fait un bruit constant. Donc, plutôt actif. Là, on voit mieux. Brutal. Ces putains de montées. Oh. Depuis Pforzheim, je monte sur les hauts plateaux de la forêt noire et traverse des forêts immenses sur un labyrinthe de routes forestières. Plus au sud, les montagnes deviennent plus escarpées et les montées plus rudes en conséquence. La forêt noire est clairement un des highlights de ce voyage, autant en termes de paysage que de gravel. Putain, je viens de faire 15 kills dans le vide, 1 heure pour aller chercher un arceau que j'avais oublié là-haut. Oh putain de merde.
Il y a quelques minutes, j'ai remarqué qu'il n'y avait que des plaques suisses. Oh putain, ça fait bizarre. Trop plaisir. Bien que j'arrive en Suisse à la fin de la traversée de la forêt noire, j'ai une dernière section en tête avant de mettre un terme au voyage, la traversée du Jura. En voici un résumé exhaustif. Chier. Putain de merde. Oh bordel de merde. Oh putain de merde. Gorge du Doubs. Peu après avoir repassé la frontière avec la France, une vis du porte-bagages casse. Je peux retirer le reste de la vis encore coincée dans un garage et la remplacer avec mes pièces de rechange. Je viens de monter au Mont d'Or. Horrible montée. Horrible. Le genou qui commence à faire chier. Mais bon, ça valait le coup. La vue était juste incroyable. Je voyais un bout du lac Léman, le bout en fait. Ça m'a fait beaucoup plus quelque chose que Bâle. De voir quelque chose de familier. Coucou. Je tente également une dernière fois d'emprunter le European Divide Trail pour une section à la frontière franco-suisse et une autre section qui mène jusqu'au-dessous du col du Grand Colombier, mais ça ne me réconcilie pas vraiment avec le parcours. C'est quoi ce bordel? Oh bordel. Quelle horreur. Bon. On arrive bientôt au bout, j'espère. Plutôt sympa. Cochonnerie, j'ai envie de chier. Nice. Maintenant, taper en haut les pâturages et tout. Ça va être tout de suite moins drôle. Putain, je me fais chier. Ouais. Je suis carrément dans le lit de la rivière. What? Putain de merde. Je crois qu'on n'arrive pas bien à voir, ni à juger. Mais c'est monstrueusement pentu. Avec des cailloux mouillés. Oh bordel de merde. Oh putain de merde. Ça en finit pas.
Ceci dit, le Jura est une région magnifique, avec beaucoup de forêts encore très bien préservées. Du haut du col du Grand Colombier, mon regard se tourne vers l'est et les Alpes. Et je sens soudain un peu plus que l'aventure touche à sa fin. Je suis à la fois un peu triste à l'idée de mettre un terme à ce voyage, mais aussi très satisfait du chemin parcouru et impatient de revoir mes amis et ma famille. Ciao. Le Mont Blanc. Superbe. À Chamonix, j'ai encore une fois pu me rendre compte à quel point le monde est petit, surtout en Europe et dans le milieu du vélo. J'ai en effet le plaisir de revoir un peu par hasard Henrike et Louis, deux jeunes cyclistes allemands que j'ai rencontrés au nord du Danemark. C'est parti, dernier jour. Je viens de quitter Argentière. Col des Montets. Ça se rapproche. Ça y est. Retour gentiment au bercail. Alors que j'arrive gentiment chez ma tata, chez qui j'ai prévu d'aller manger, j'entends « Allez, allez, allez !» C'est mon ami Bastien, ou Babou pour les intimes, qui est là en vélo de route pour m'accueillir. Une surprise totale. C'est la première tête familière que je vois après 2 mois et demi de voyage, et ça me fait vraiment chaud au cœur. À Sion, je revois mon frère Tim, et quel plaisir de pouvoir lui faire un gros câlin. On remonte ensemble jusqu'à la maison, juste pour brûler les dernières calories des lefsa norvégiens. Et c'est devant chez moi que mon aventure s'est terminée. La tête pleine de paysages magnifiques, de rencontres enrichissantes et avec la conviction que ce voyage à vélo n'est que le premier d'une longue liste.